C'est l'époque des hypervitesses, des plein de choses à faire et des retards partout. Avancer. Tu dois travailler, travailler et travailler. Ordre et désordre. Je dirais... Sous tension. Connecté. Paradoxal. Je la trouve chamboulée. Prometteuse. Angoissante. Anxiogène. Superficielle. Singulière. Je dirais qu'elle est éreintante. Positif. Complexe. Vous écoutez Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Craquer l'époque. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir la photographe Bénédicte Curzen. Bénédicte, bonjour. Bonjour. Avant de plonger dans votre œuvre et d'échanger avec vous sur la façon dont vous travaillez, j'aimerais que vous nous racontiez un peu comment s'est dessiné votre parcours foisonnant, où vous avez entre autres obtenu une maîtrise d'histoire contemporaine à la Sorbonne, étudié la sémiologie et écrit une thèse sur le mythe du photographe de guerre. Comment passe-t-on d'une approche théorique, si je puis dire, à une pratique sur le terrain? Et pourquoi ce choix de la photo comme médium? Alors, c'est pas une thèse que j'ai écrite, c'est une tentative de maîtrise que je n'ai jamais soutenue. Parce que je me suis retrouvée, en vrai, je devais la soutenir en septembre 2003. Et en fait, l'été 2003, je me suis installée à Jérusalem pour quelques mois. Et en fait, j'en suis jamais revenue. Donc, j'ai pas soutenu ma maîtrise de sémiologie, même si la maîtrise est écrite. Et c'est vrai qu'elle concernait le mythe du photographe de guerre, qui, au début des années 2000, était encore très prégnant dans la presse. Et on avait en tête toutes les images de gens comme Patrick Chauvel, Jim Lartway, Sebastião Salgado, enfin tous les grands photographes, je dirais humanistes, reporters de guerre, qui étaient souvent d'ailleurs des figures masculines, hein, et qui dans nos imaginaires occupaient une place, j'allais dire, quasi héroïque. Voilà, donc j'essayais de déconstruire ce mythe héroïque, cette figure héroïque contemporaine, et d'essayer de questionner un petit peu ce qu'elle représente, et puis surtout ce que ces hommes avaient à dire et la façon dont ils regardent le monde et ce qu'ils nous offraient à voir. Et alors pourquoi la photo comme médium? Depuis quand vous pratiquez exactement? Est-ce que c'est en faisant cette thèse que vous est venue cette idée de, à votre tour, vous devenir photographe? Alors, je sais pas, je pense que ça a influé dans le sens où, en tout cas, ça m'a fait poser très jeune beaucoup de questions sur notre pratique, sur la pratique photographique, sur la pratique du reportage, sur la pratique de la photographie documentaire, ce qu'elle signifie, comment on représente l'autre, etc. Donc ça c'est bien parce que c'est des questions qui en plus au cours ont toujours été très présentes, mais au cours des dernières années sont devenues centrales dans notre métier. Et je pense aussi que peut-être l'autre chose qui m'a permis de devenir photographe, c'est tout simplement mes engagements politiques. Ma photographie s'est vraiment développée, par exemple, lors des manifestations anti-mondialisation à la fin des années 90, au début des années 2000. Je suis allée aux manifestations de la guerre contre l'Irak. Enfin voilà, il y avait quand même une très forte mobilisation sociale sur des questions d'économie et de politique globale. Et c'est vrai que je suis arrivée à Jérusalem et en Israël et en Palestine, notamment pour dénoncer les exactions de l'armée israélienne. Donc j'étais avec tout un groupe, et puis on faisait des rapports, des choses qu'on voyait, donc on était des témoins visuels, des témoins de première main. Et après, ça a évolué assez rapidement, parce que c'est vrai que de mon militantisme, comme j'étais à Jérusalem, évidemment il y a Jérusalem-Est, mais il y a Jérusalem-Ouest, donc je suis devenue très amie avec des groupes de gauche israéliens, et c'est là où j'ai commencé à comprendre que d'abord la situation était beaucoup plus complexe, et que voilà, il y avait aussi des Israéliens qui étaient très militants, voilà. Donc j'ai commencé à m'intéresser à des narrations à plusieurs voix. Et je pense que mon goût de la photographie et la photographie documentaire vient de là. C'est une pratique qui, à mon sens, peut permettre à entendre plusieurs voix. Vous venez de le dire, vous avez commencé votre carrière en couvrant des conflits au Moyen-Orient, notamment donc en Israël, en Palestine, en Irak et au Liban. Vous êtes alors photojournaliste en freelance. Vos clichés sont rapidement publiés dans de grands journaux internationaux. Vous venez d'évoquer un groupe que vous avez retrouvé rapidement à Jérusalem. Est-ce qu'on peut l'évoquer? Comment vous êtes parvenu à vous faire une place aussi
rapidement ou facilement dans ce milieu? Est-ce que c'était vraiment le cas? Alors, là, on va sortir... en fait, c'est marrant parce qu'il y a 2 jours, j'organisais un petit pot pour mon anniversaire ici à Paris. Et j'ai demandé à quelques amis de venir. Et parmi ces amis, il y avait Patrick Chauvel et Pierre Terjman, que je connais exactement depuis cette époque. C'est-à-dire que avec Pierre, donc j'allais dire de militante, faisant des rapports sur les exactions de l'armée israélienne et les abus, les violations de droits civils humains de l'armée israélienne, j'ai commencé assez rapidement en fait à travailler pour une toute petite agence israélienne qui s'appelait à l'époque Bobo Photowire, qui avait été créée par un photographe israélien qui s'appelle Eyal Warshawski. Et comme j'étais non israélienne, j'ai un passeport français, si vous voulez, ça leur permettait à eux d'avoir accès à des images, à quelqu'un qui pouvait produire des images et dans les territoires occupés et à Gaza. Et c'était exactement à ce même moment que Patrick Chauvel faisait son film Rapporteur de guerre. Je me souviendrai toujours à l'époque avec Pierre, qui faisait partie de Pierre Terjman, qui aujourd'hui s'occupe de Disturb, qui est un collectif de créatifs qui a commencé en faisant la promotion de la photo documentaire, en faisant des affichages dans les rues de Paris, de New York, qui aujourd'hui fait moins de photos, mais qui est tout aussi actif pour promouvoir la photographie documentaire, la nuit du photojournalisme. Enfin, on pourra y revenir plus tard. Donc avec Pierre, on faisait partie d'un petit groupe de photographes, on couvrait l'actualité, et notamment à Jérusalem, où à l'époque aussi, il y avait pas mal d'attentats. Et lors d'une soirée, on était branchés sur les ondes de la police, de la radio de la police de Jérusalem, et on entend qu'il y a un attentat, donc on prend les scooters, on saute sur les scooters, et on se rend sur le lieu de l'attentat pour faire des photos. Et quand le périmètre est sécurisé par la police et qu'on peut plus faire de photos, je me retourne et là je vois Patrick Chauvel, qui était quelqu'un que je connaissais évidemment, dont j'avais lu le livre. Et c'est-à-dire j'étais face à une contradiction, c'est-à-dire que j'ai décortiqué la figure du photographe de guerre et en même temps je me suis retrouvée face à un photographe de guerre qui en plus en France a une place quand même très particulière. Et en fait on est devenus amis et c'est Patrick qui m'a amenée à Gaza pour la première fois. On s'est retrouvés dans le bar où on se retrouvait tous les soirs et on a commencé à discuter et je lui ai dit que moi j'avais bien envie d'aller à Gaza. Et il m'a dit écoute, je pars dans 2 jours, je prends un taxi dans 2 jours, si tu veux, je t'emmène. J'y retrouve d'autres amis photographes et tout. Et là, j'appelle mon patron de l'époque, Eyal, et je lui dis, écoute, j'ai la possibilité d'aller à Gaza, est-ce que tu peux te débrouiller pour que j'ai une carte de presse israélienne d'ici 48 heures? Il a fait des pieds et des mains, j'ai obtenu ma carte de presse israélienne et j'ai pu rentrer dans la bande de Gaza avec Patrick Chauvel. C'est plutôt classe comme début. Et du coup, est-ce que vous diriez que Patrick a joué un rôle comme une sorte de fixeur sur place? J'imagine qu'il connaissait déjà peut-être bien le terrain, ou alors est-ce que vous le considérez comme une figure tutélaire, une sorte de mentor? En fait, d'abord un camarade, ça c'est sûr, quelqu'un qui m'a aidée. Moi, j'ai trouvé beaucoup de solidarité dans ce milieu. Je pense que ce qui m'a le plus touchée en réalité. C'est pour ça que ça m'attriste beaucoup d'entendre parler beaucoup de ces histoires de photographes qui souvent jouent de leur aura et de leur, de leur aura et de leur mythe pour avoir accès à des femmes. Moi, ça me rend triste parce que mon expérience, elle a été exactement à l'opposé. J'ai rencontré, des hommes, parce que c'est quand même un milieu très masculin, qui ont été remarquables d'élégance et de classe et juste beaucoup de solidarité. Patrick qui m'a aidée. Sur place, j'ai rencontré à l'époque le photographe de Associated Press, Jérôme Delay. J'ai rencontré Larry Towell de Magnum. On buvait des whisky au bar des UN à Gaza, juste à côté de l'hôtel Al-Dira. J'ai rencontré des hommes qui étaient capables de partager leur expérience, qui avaient beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de bienveillance et qui embarquaient ceux qui étaient prêts à se laisser embarquer. Et moi, je me suis laissée embarquer. Voilà.
Et je pense que c'est grâce à eux que j'ai pu aussi trouver ma place. Alors après, oui, se faire un nom, travailler pour des journaux, c'est dur parce que je pense que j'étais très mauvaise photographe au début. Il faut beaucoup de sang-froid. Enfin, voilà. En plus, j'avais pas de formation photographique. Moi, je viens de la recherche, je viens de l'université. Donc j'aimais l'action, j'aimais être sur les terrains, j'aimais surtout être avec les gens. Et j'ai passé beaucoup de temps à Gaza. Et on en reparlera après, mais j'ai retrouvé il y a 2 ans une famille qui m'avait accueillie à Rafah. Je suis retournée à Gaza pour la première fois en 20 ans. Et voilà, et j'ai été accueillie. Enfin, c'était très spécial. Et je pense que pour tous les photographes en général, qui ont une pratique de la photographie non seulement de news, mais aussi documentaire, d'immersion, je pense que le premier endroit où on commence notre pratique de vie, de photographie, d'engagement, de tout, c'est un endroit qui vous marque à jamais, quoi. Je sais qu'en tout cas, à ce moment-là, il y a des choses qui ont cristallisé mon éthique personnelle de façon très puissante, quoi. Ça, c'est sûr. Vous parliez à l'instant de photographie d'immersion. Comment vous vous êtes auto-formé finalement à la photographie? Comment votre œil a éventuellement évolué en fonction de ce que vous voyez, de ces échanges avec vos camarades? Comment on apprend sur le tas à devenir photographe? Apprendre sur le tas, c'est déjà une façon de faire. Donc, on fait. Après, peut-être ce que vous voulez dire, c'est comment on arrive à travailler sans argent, sans budget, sans commençant. Quand j'étais à Jérusalem, il y a eu plusieurs choses. D'abord, on est dans une espèce de fluidité. Je sais pas, je pense que quand on est très jeune, très motivé, très énergique, on se débrouille. Toujours. Et moi, quand je vivais à Jérusalem, je vivais dans des auberges de jeunesse que je payais en faisant la plonge. Ensuite, j'ai squatté la part le canapé de pierre pendant un certain nombre de temps. Ensuite, je me suis trouvé un copain. Du coup, on a vécu un peu ensemble. Enfin, je sais pas, la vie, quoi. La vie. Et je pense que c'est un âge... Waouh, j'y pense avec beaucoup de nostalgie et d'affection, pas parce que je voudrais le revivre, mais je me dis j'ai vécu à une époque de jeunesse où en fait j'étais un espèce d'état de grâce, c'est-à-dire que vous avez un appétit tellement énorme de connaître, de comprendre, de rencontres, d'expériences, comme une espèce d'éponge, il n'y a rien qui peut vous arrêter. C'est très clair. Et ça, je sais pas si ça s'apprend en fait. Voilà. Après, chacun trouve sa place dans le monde. Il y a des gens qui ont un appétit comme ça. Et je pense que ce qui était aussi agréable de tomber un petit peu dans le bouillon avec tous ses compagnons de route, c'est que je pense qu'on avait la même chose au cœur. On a la même chose au cœur, on se reconnaît. C'est ça aussi qui fait la camaraderie. C'est qu'on est tous animés de quelque chose que je ne saurais pas trop décrire, mais qui est commun. Alors, une question peut-être un peu naïve, mais est-il possible, en tant que photojournaliste, dans un territoire qui n'est pas le sien, d'être manipulé et de servir à son insu la propagande? Et peut-être, sinon plus généralement, comment ces premières expériences que vous racontez ont-elles influencé votre approche de la photographie? Non, je vais prendre un peu de temps pour répondre parce que c'est quand même une question à plusieurs tiroirs, cette histoire. C'est-à-dire, je pense que déjà, dans la photographie, il faudrait définir quelle pratique de la photographie. Le reportage, c'est pas la même chose que la photographie documentaire, c'est pas la même chose que la photographie news. Donc, il y a déjà une différence de strates là. Ensuite, il y a un deuxième degré de stratification, c'est nos biais cognitifs. On est qui on est. C'est-à-dire, c'est pas possible de photographier en dehors de soi. Donc, peut-être que là, la manipulation, elle commence là. C'est-à-dire, commencer à se poser la question qui on est, nous. Quel est notre système de croyance qui fait que... Et comment on a grandi visuellement, quelle a été notre culture visuelle, notre culture politique, notre culture... Donc là, il y a toute une autre strate de questionnement. Ensuite, je dirais, ça, ce sont des choses un peu intérieures. Et ensuite, il y a les choses extérieures qui sont de l'ordre, effectivement, de la manipulation. Donc, est-ce que travailler pour un journal qui a telle ou telle ligne éditoriale, je sais pas. Moi, je sais
sais que j'ai travaillé en tout cas avec beaucoup de journalistes dont l'intégrité... J'ai rarement vu des journalistes avec une intégrité corrompue. J'ai eu la chance de travailler avec des gens vraiment exceptionnels en fait. Exceptionnels. Je dirais pas leur nom parce que ça les gênerait trop. Mais... Et après, il y a autre chose. Après, il y a les manipulations, il y a les situations créées dans lesquelles on est invité à faire des photos. Alors, on peut parler, surtout dans les zones de guerre, tout ce qui est un peu embed, tout simplement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on raconte d'une guerre quand on est complètement embedded avec une armée. On photographie ce qu'on donne à voir, ce qu'on voit. Donc, si on est du côté d'une armée, on photographie ce que cette armée voit. On n'est pas de l'autre côté. Donc déjà, il y a quelque chose à prendre en considération. C'est pour ça que souvent, quand on nous permet de parler, et merci pour ce podcast, je pense que c'est très important toujours d'expliquer le contexte dans lequel les images sont produites et nos intentions. Je pense que ce souci de transparence, il est là. C'est-à-dire qu'on nous reproche souvent un manque d'objectivité, mais si les intentions et si le contexte dans lequel les photos ont été prises sont clairs, on ne peut pas nous prendre à défaut. Et ensuite, il y a effectivement le deuxième degré de manipulation que moi j'ai vécu une fois dans ma vie et qui a été à Gaza au moment du retrait des colons de la bande de Gaza, qui avait été décidé par le gouvernement de Ariel Sharon à l'époque. Et tous les photographes, évidemment, étaient dans ce qui maintenant sont les anciennes colonies, à l'intérieur de la bande de Gaza. Et le gouvernement israélien, l'armée israélienne, ont laissé pénétrer juste avant le retrait des gens, des jeunes, qui venaient occuper massivement ces territoires et qui se faisaient sortir en criant, en se faisant arracher au sol, etc., etc. Et moi, je suis intimement convaincue que ces images-là de gens qui étaient portés manu militari en dehors de ces territoires, que c'était tout organisé et qu'on nous a piégés pour donner une image de ce retrait qui aurait dû être extrêmement discret, extrêmement pacifique et extrêmement non événementiel, qu'on l'a transformé à notre insu et on a été là et on en a fait les photos. Et c'est après ça que je suis partie de Palestine et d'Israël parce que je sentais que j'étais dégoûtée en fait. J'avais eu l'impression de collaborer, quoi. On va écouter une première musique de votre choix qui s'intitule Quattro Vientos de Danit. Viento que viene de la montaña, viento, tráenos la claridad, viento que viene de la montaña, viento, tráenos la claridad. Que viene del mar, viento, tráenos la libertad, viento, que viene del mar, viento, tráenos la libertad. Vuela, 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 vola con nosotros. Vuela, 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 vola con nosotros. Viento que viene del desierto, viento, tráenos el silencio, viento
Alors, on vient d'écouter Quattro Vientos de Danit. Est-ce que, Bénédicte, vous pouvez nous expliquer pourquoi ce choix musical? Je crois que je vais pleurer. En plus, on vient d'écouter ensemble. C'est une musique qui me touche particulièrement parce que d'abord, je crois que la première fois que je l'ai écoutée, la seule chose que je pouvais entendre, c'était vraiment que de la douceur. Et je pense que pour quelqu'un qui a tellement partagé la violence du monde à travers ma photographie pendant tellement d'années, voilà, c'était pour vous offrir un petit contrepoint. Aux histoires de conflits et de photographie en zone de conflit et d'expériences violentes. Et je pense que voilà, on a besoin de beaucoup de douceur pour... il faut amener de la douceur. C'est intéressant ce que vous dites. Comment est-ce qu'on fait quand on a un trop-plein de violence qu'on voit quotidiennement dans ces zones-là? Est-ce qu'on s'en confie à ses camarades, mais qui traversent également la même chose? Quel est votre refuge? Vous venez d'évoquer la musique, est-ce qu'il y en a d'autres? Je dirais... Oui, la musique, c'en est un. Puis il y a plein de trucs qu'on peut faire. Des milliards de choses, en fait. Je pense que ce qui est plutôt important pour moi, c'était de rétablir à un moment donné une certaine forme d'équilibre. C'est-à-dire, ça consomme, ça consume de faire ce métier. Et je sais pas, au début de ma trentaine, je me suis dit, waouh, en fait, ça fait déjà tellement d'années que... Il y avait cette phrase qui me revenait souvent à l'esprit, et je me disais, waouh, tu as décidé de mettre au cœur de ta vie la mort. J'avais la mort et la souffrance des autres. Et ça questionne. Comme je vous le disais, moi, ça fait longtemps que je me pose beaucoup de questions sur ce que je fais. Mais voilà, mais à un moment donné, j'ai dû réagir et je me suis... ça ne m'a pas empêché de continuer de faire ce que j'ai toujours fait. Mais j'ai senti qu'à un moment donné, il fallait aussi que je rééquilibre en trouvant du plaisir, en trouvant de la douceur, en trouvant de l'amour. et voilà. Au regard de votre biographie, j'ai pensé à Camille Lepage, photographe de guerre et journaliste française assassinée en 2014 en République centrafricaine. Elle disait, je cite, « Vouloir permettre une meilleure compréhension de fond d'une petite partie du monde, couvrir ces zones délaissées et rapporter de nouvelles images de régions ignorées, voire oubliées. » Est-ce que vous voulez rebondir sur cette citation et nous partager, vous l'avez déjà amorcé, mais votre propre vision de la photographie? Est-ce qu'il s'agit plus particulièrement de récolter des témoignages? Non, c'est émouvant que vous citiez Camille. Oui, mais là, je peux que être d'accord avec elle. Après, je pense que pour moi, le premier acte, c'est pas forcément celui-là. Le premier acte, c'est d'abord la rencontre. Donc, avant de récolter, faut du lien, faut être accepté, faut y aller, voilà, c'est d'abord pour moi c'est plus le premier acte de mon processus, c'est la rencontre. Et d'ailleurs, c'est toujours ce qui a, c'est toujours ce qui a, j'essaie de réfléchir s'il y a eu des exceptions, mais je crois pas. C'est toujours ce qui a motivé en premier mon choix de reportage et d'histoire. C'était de rencontrer des gens qui, tout d'un coup, pour une raison complètement sous-jacente et souterraine, créent en vous une espèce de, comment on appelle ça, de spark, comme on dit en français. Une étincelle. Oui, une étincelle, c'est ça, c'est vraiment ça. Vous rencontrez quelqu'un, il vous raconte une histoire et ça fait boum. Waouh, ok, mais pourquoi? Et là, c'est la boîte à questions. Et ensuite, il y a cette espèce d'engagement personnel sur... mais ça n'a... En fait, si on le décortique, ça n'a aucun sens. Si on me demande, mais pourquoi tu as déménagé au Nigeria et que pourquoi tu as passé 10 ans à travailler autour du lac Tchad, je n'ai pas une réponse rationnelle à vous donner. Après, je peux vous parler de ce que j'ai fait et de la situation et des gens et de leur vie et de ce que j'ai cru comprendre et percevoir et vu, mais la première étincelle de départ, celle qui va vraiment vous animer et vous faire tenir un certain temps, enfin, ça, elle est mystérieuse. Et alors, vous parlez de ces rencontres, si je comprends bien, du coup, elles sont à l'origine, en fait, de vos éventuels déplacements d'un territoire à un autre. Et une fois sur place, comment vous parvenez à gagner la confiance, à rentrer dans l'intimité, ou en tout cas à découvrir les gens après que vous avez envie ou l'opportunité de photographier?
Merci pour cette question. J'utiliserai pas le mot gagner la confiance parce que c'est comme si, même si ça peut y ressembler souvent, mais c'est pas comme si on essayait de. En fait, j'associe cette expression à une espèce de truc de arnaque. Vous voyez ? Ouais, c'est genre on essaie de les avoir, quoi. Non, on gagne pas la confiance. D'abord, c'est quelque chose à double sens. Je suis pas là pour arnaquer qui que ce soit. En revanche, la seule chose que je puisse faire, c'est pointer le bout de mon nez, dire salut, je suis là, j'ai l'intention de faire ci, ça, j'aimerais bien travailler là-dessus, votre histoire m'intéresse. Et après, si ça prend ou pas, c'est aussi la liberté des gens qui sont en face de vous. Enfin, j'ai pas eu l'impression d'imposer quoi que ce soit ou d'arracher quoi que ce soit à personne ces dernières années, même si c'est vrai que parfois, mais sur la méthodologie, après, c'est beaucoup de travail, hein, c'est pas un truc complètement spontané. Patrick disait l'autre jour, je lui disais, bon, alors, pour la Syrie, parce que je suis en train de réfléchir à la Syrie en ce moment. Alors, pour la Syrie, comment ça se passe? T'as des pistes? Je parlais des publications et des journaux. Et là, il me dit, ben non, j'ai pas de piste, tu prends l'avion, quoi. Bon, donc il y a de ça, mais il y a aussi évidemment du travail derrière. Je pense que la question de se présenter à des gens qui ne savent rien de vous et dont vous ne savez rien, je pense qu'il y a la question de comment construire du respect. Et pour moi, le respect, c'est d'abord dans l'attitude générale. Tout à l'heure, on a parlé d'éthique personnelle. Moi, je pense que c'est très, très important. Je pense aussi que c'est ce que Camille dit dans cette phrase, c'est cette forme d'engagement qui nous tient. Et dans l'éthique personnelle, on peut y mettre un peu tout ce qu'on veut et quelque chose qui, en tout cas, essaie de nous ressembler. Donc, c'est peut-être la disponibilité, l'ouverture, la générosité, le respect. On dit bonjour monsieur, merci. On n'arrive pas chez les gens, on enlève les chaussures en rentrant, on fume pas sa cigarette à l'intérieur. Et dans cette forme de respect, il y a aussi d'acquérir des connaissances. Donc lire, poser des questions, s'interroger, être curieux. Pour moi, la curiosité, c'est une forme de respect. Je vous propose qu'on conclue ce premier épisode sur ces mots, si ça vous va. Merci beaucoup, Bénédicte. Merci. Craquer l'époque est un podcast produit par Radio Radio, en partenariat avec Collatéral. Cet épisode a été réalisé par Aline Crétinoir. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cet entretien.